Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous le savez, aujourd'hui le climat social est tendu, la grève Air France tourne à l'imbroglio, on ne sait pas bien ce qui va se passer, le MEDEF fait des propositions qui sont complexes. Nous allons vous interroger sur toutes ces questions aujourd'hui. Pour vous interroger, Nathalie Birchem pour La Croix. Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Mais je voudrais tout d'abord vous poser une toute première question, Laurent Berger. L'actualité, c'est aussi l'exécution de Hervé Gourdel, le guide français en Algérie. Quel est votre sentiment ? Moi, je crois que c'est le sentiment de tous les Français, c'est l'horreur. L'horreur, la barbarie, et donc, en premier lieu, on pense à sa famille, à ses proches, mais ça veut bien dire qu'on ne peut pas laisser cette barbarie se développer. Il faut répondre par la guerre. Il faut répondre oui. Alors, par la guerre, appelons ça la guerre, puisqu'il s'agit de frappe, mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut y répondre. La preuve, je crois qu'ils sont sans limite, donc il faut y répondre. Une première question vous est posée par Nathalie Birchem pour La Croix. Donc, mercredi, on a eu les chiffres du chômage. Il y a eu une petite baisse surprise avec moins 11 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité au mois d'août. Est-ce que vous, sur le terrain, vous voyez venir la baisse du chômage ou est-ce que vous êtes sceptique par rapport à cette baisse surprise ? Non, mais moi, je dis souvent que de prendre le chiffre mensuel en permanence et puis se dire, voilà, ça augmente, c'est un peu caricatural. Tant mieux s'il y a une baisse, mais j'y crois pas durablement pour l'instant, pour deux raisons. C'est d'abord parce que la situation économique est vraiment très dégradée. Et puis deuxièmement, parce que je crois qu'on ne fait pas tout contre le chômage aujourd'hui, notamment en termes d'accompagnement et de soutien aux demandeurs d'emploi pour les aider à retrouver du travail. C'est Pôle emploi qui ne fait pas son travail ? Non, ce n'est pas Pôle emploi qui ne fait pas son travail. Je crois que les agents de Pôle emploi font leur travail. Je pense qu'on n'a pas cette logique suffisamment d'emploi aidé. Enfin, il y a un sujet d'actualité. C'est est-ce que le gouvernement va remettre des moyens pour les emplois d'avenir en direction des jeunes aujourd'hui ? On sait que ça fonctionne. Bon, il faut que le gouvernement mette des moyens sur les contrats aidés. Pourquoi les contrats aidés dans la période ? Tout simplement parce que la situation sociale liée au chômage, elle est dégradée, très dégradée. Les gens qui vivent le chômage tous les jours, c'est des individus, ce n'est pas des chiffres. C'est très difficile. Donc les contrats aidés sont nécessaires. De la même manière, il y a besoin de s'interroger sur le retour à l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et nous avions décidé à la conférence sociale d'une négociation sur le sujet en lien avec ce qu'on appelle le collectif Alerte, qui regroupe le Secours catholique, la FNARS, le CORAS, etc. La CFDT a beaucoup poussé pour qu'on s'ouvre une négociation là-dessus. Aujourd'hui, malheureusement, le MEDEF est le pied sur le frein sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut ouvrir une négociation sur la formation des chômeurs, notamment. On va reparler de tous ces sujets. Romain Mazneau, RCF. Pour vous, la sortie du ministre François Rebsamen début septembre sur le renforcement du contrôle des chômeurs, c'est un coup d'épée dans l'eau, vu la bronca que ça a suscité. Il n'y aura pas de mesures concrètes qui suivront ? Laurent Berger. Il y a déjà des mesures concrètes de contrôle des chômeurs. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Et ça existe. Moi, vous savez, je travaillais dans l'insertion professionnelle. Ça existait déjà il y a 25 ans. Et la fraude sociale, c'est un problème qui est important pour vous ? Mais c'est quand il y a fraude, il faut sanctionner la fraude. Mais ceci étant, attention à ce dont nous parlons. Moi, ce que j'ai reproché à ce moment-là à François Rebsamen, c'est d'avoir parlé du contrôle quand on a besoin de parler d'accompagnement et de soutien aux demandeurs d'emploi. Si on accompagne davantage les demandeurs d'emploi vers le retour à l'emploi, on leur donne davantage de formation. Et on vient de voir d'ailleurs que les mesures qui avaient été prises à la conférence sociale de 2013 sur la formation des demandeurs d'emploi, elle fait que plus de 50% d'entre eux, 6 mois après, sont dans un emploi durable. Donc ça marche si on accompagne. Oui, alors dans le pays, on ne parle pas beaucoup de ce qui marche, parce qu'on préfère mourir de l'espérance sociale. Mais, donc il y a des choses qui fonctionnent. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on mette notre énergie et nos moyens à accompagner les demandeurs d'emploi. Accompagner, ça ne veut pas dire ne pas être exigeant lorsque c'est nécessaire, mais c'est d'abord les aider, apporter de la formation et aussi qu'ils aient un référent à Pôle emploi. Et aujourd'hui, on sait bien qu'ils sont sous l'afflux de demandeurs d'emploi. À qui parler. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Et alors, en ce moment, nous sommes confrontés dans une période de chômage massif à une grève qui frappe tous les esprits, c'est celle d'Air France. Alors là, il semblerait qu'on s'achemine vers une fin de la grève, mais je ne sais pas exactement tous les détails. Quelle est votre analyse de cette grève qui passe pour beaucoup de Français pour une grève de privilégiés des pilotes ?
Moi, je ne parle pas de privilégiés ou de non privilégiés. J'ai dit que c'était une grève indécente. Je maintiens. Pourquoi? Parce qu'on est dans une compagnie aérienne qui était en grosse difficulté économique et sur lesquels il y a eu des plans de redressement qui ont nécessité du dialogue social, de la confrontation parfois. Qui a eu lieu. Qui a eu lieu. Et il y a eu des mesures prises, où il y a eu des efforts de fait, par le personnel au sol notamment. Et aujourd'hui, on a pour le développement de l'entreprise un projet, je parle de Transavia France, sur l'Europe apparemment c'est abandonné, mais de toute façon c'est un projet mort-né dès le départ, parce que personne n'en avait encore jamais vraiment parlé. Et les pilotes disent, nous on ne veut pas faire les efforts. Alors que ça ne les gêne pas, a priori, que le personnel au sol les fasse. Et donc, moi, je pense qu'il faut sortir de cette situation. Je peux témoigner que les représentants de la CFDT à Air France, notamment des personnels au sol, sont exaspérés de la situation parce qu'il y a une situation économique qui se dégrade pendant ce temps-là. Et donc, je crois qu'il faut arrêter au plus vite, mais il ne faut pas arrêter en cédant à des revendications corporatistes. C'est une grève corporatiste pour vous? Il y a une logique corporatiste. Enfin, je pense que ça ne va pas faire le buzz qu'on dise que c'est corporatiste, puisque je pense que tout le monde le constate. Nathalie Birchem-Lacroix. Alors, mercredi, le MEDEF a présenté son petit livre de jaune avec les propositions que l'on connaissait déjà sur la renégociation de la durée du travail dans les entreprises, sur un contrat aidé justement pour les personnes éloignées de l'emploi qui permettrait aux entreprises de les payer moins que le SMIC, sur le travail du dimanche, sur le contrat de projet qui s'acheverait comme dans le bâtiment à la fin d'une mission. Est-ce que toutes ces propositions sont négociables pour la CFDT ou est-ce que pas question? Puis ensuite, on les reprendra peut-être une par une. Laurent Berger. Il y a deux problèmes sur le catalogue, parce que c'est un mauvais catalogue du MEDEF hier. Il y a un problème de fond sur les différents sujets, il faut les traiter un par un, parce qu'on peut être en désaccord ou on peut décider que peut-être il y aurait des discussions à avoir sur tel ou tel sujet. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis franchement. Et puis, il y a un problème de forme. Sur la forme, nous avons discuté avec le patronat, pas que le MEDEF, mais aussi l'UPA, la CGPME, le 10 septembre ou le 9 septembre, d'un agenda social. Un agenda social, c'est voilà les discussions que nous allons mettre sur la table. Parmi elles, il y a la modernisation du dialogue social dans l'entreprise. Il y a l'emploi des jeunes et il y a l'emploi des personnes éloignées de l'emploi. Donc voilà, nous avons une feuille de route de négociation. Parallèlement à ça, le MEDEF rentre dans une logique de lobbying, en disant, voilà, il y a un problème économique, on a fait des chiffrages, et voilà ce qu'il faut faire pour... Et moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que dans le cadre du pacte de responsabilité, le patronat dit, le MEDEF dit, on ne peut pas prendre d'engagement chiffré parce que ce qui prévaut, c'est le carnet de commandes. Et donc, on ne peut pas prendre d'engagement chiffré. On veut bien discuter dans les branches, et ils le font très lentement, mais sur l'apprentissage, l'investissement, mais pas d'engagement chiffré. Mais par contre, quand il s'agit de rogner des droits, ou de revoir le modèle social assez en profondeur, là, ils ont retrouvé la calculette et ils disent, voilà, ça fait tant d'emplois, avec des chiffres qui sont farfelus. Je vous le dis, c'est farfelu. Sur les seuils sociaux, c'est totalement farfelu. Alors, sur les seuils sociaux, par exemple, est-ce que débloquer ces seuils sociaux, qui commandent les négociations sociales dans les entreprises, est-ce que ça ne favoriserait pas le dialogue social, Laurent Berger? Ah mais là, c'est pas la proposition qui est faite par le MEDEF. La proposition qui est faite par le MEDEF, c'est on supprime les seuils sociaux. Sous-entendu derrière, le dialogue social est une épine dans le pied des entreprises et non pas un outil de performance économique et sociale. Et on le supprime pour créer des emplois. Et c'est mécanique. C'est pas vrai. Messieurs Cahuk et Kramart ont prouvé dans une étude que ça serait un effet minime sur l'emploi. L'INSEE a prouvé la même chose. Et là, on nous dit, nous, on a sorti les chiffres de l'IFRAP. C'est ce que dit le MEDEF hier. Étude McKinsey. Excusez-moi, elle n'est pas sérieuse. C'est pas sérieux. Ces chiffres ne sont pas sérieux. Et donc, je crois qu'il ne faut pas d'un côté dire c'est le carnet de commande qui prédomine pour savoir combien on peut créer d'emplois, et de l'autre côté dire qu'on a des effets mécaniques sur certaines mesures. Donc, hier, moi je suis en désaccord avec ce qu'a fait le MEDEF. Je demande où est le MEDEF? Où est le MEDEF? Est-ce que c'est le MEDEF du dialogue social et de l'agenda social, ou est-ce que c'est le MEDEF qui n'est plus du coup une organisation, un partenaire social, mais qui a un MEDEF de lobbying? Il faut que le MEDEF dise quel est le MEDEF aujourd'hui. Romain Masneau. Alors parmi les propositions du MEDEF, justement, il y a la suppression de 2 jours fériés qui permettrait, selon le MEDEF, de créer 50 000 à 100 000 emplois et 1% de croissance supplémentaire. Pour vous, c'est farfelu tout ça, ouais?
Laurent Berger. Moi, ça, il faudrait je vous le dis franchement, nous ne l'avons pas expertisé, évidemment, puisque ça ne fait pas partie des options pour nous. Mais j'ai lu des chiffres qui disaient que c'était au mieux 0,3% de croissance. Mais vous savez, ces questions-là, qui n'est pas une question que nous voulons traiter dans la négociation, sinon on l'aurait mis dans l'agenda social. Cette question-là, elle ne se traite pas. Même s'ils voulaient, moi je ne comprends même pas la stratégie du MEDEF, si vous voulez. Parce que même s'ils voulaient faire aboutir leurs revendications, là, ça ne serait vraiment pas la bonne manière de le faire. De sortir les espèces de chiffons rouges, de les agiter devant tout le monde. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, Laurent Berger, que durant le mois de mai, la France est à l'arrêt en raison de ces fameux ponts viaducs ? Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce que c'est pas un sujet ? À l'arrêt, non. Je veux dire, moi, y compris, on travaille au mois de mai. Après, ça veut dire quoi ? C'est qu'il faut supprimer des fêtes religieuses, qu'il faut supprimer les possibilités de faire le pont. Vous savez, parlons organisation du travail. Dans les entreprises, sur les ponts et autres en mai, c'est la question de l'organisation du travail. C'est des discussions avec les représentants du personnel. Donc, il faut arrêter d'agiter les choses comme quoi les Français ne travailleraient pas assez. Oui, il n'y a pas assez de Français qui travaillent, parce qu'il y a 5 millions de chômeurs. Donc, parlons de ça aussi. Alain Baron, Radio Notre-Dame. On revient toujours sur l'espèce de serpent de mer des 35 heures. La CFDT est une organisation réputée pour être intelligente et accessible à pas mal de raisonnements. Est-ce que vraiment les 35 heures, c'est quelque chose auquel il ne faut plus toucher, c'est définitivement acquis, ou est-ce qu'on peut imaginer des assouplissements ? Laurent Berger. Mais là, c'est pareil, c'est dans les entreprises. Nous, d'abord, la durée légale, c'est 35 heures. Et vous ne trouvez pas beaucoup de patrons d'entreprise qui veulent remettre en cause la durée légale des 35 heures. Carlos Tavares, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, a dit à PSA qu'il n'était pas question, il n'y avait pas de raison de toucher aux 35 heures comme durée légale. Donc, la durée légale, c'est 35 heures. Après, il y a une question d'organisation du travail. Mais que font les entreprises aujourd'hui ? Elles le font. Pourquoi on continue à réembaucher ? On parle de nouvelles embauches à Renault. C'est parce qu'on a adapté l'organisation du travail et on a revu la question du temps de travail. Pourquoi à PSA on le fait ? Pourquoi à STX, à Saint-Nazaire, il y a des paquebots qui sont arrivés, il y a eu un accord social pour la compétitivité. C'est parce qu'on a parlé organisation du travail. Parlons organisation du travail. Mais la durée légale, c'est 35 heures. D'ailleurs, vous savez, M. Gattaz qui veut baisser le nombre de pages au Code du travail, il y a un bon moyen de le faire. Il y a un très très bon moyen de le faire. On met dans le Code du travail, la durée légale, c'est 35 heures. Tout le reste sont des heures supplémentaires à payer. Ça, si on le fait, vous enlevez une vingtaine de pages ou une trentaine de pages du Code du travail parce que tout le reste, c'est des dérogations accordées aux entreprises. Une dernière question de Nathalie Birchem, Lacroix. Alors, toujours sur cette question du temps du travail qui décidément préoccupe beaucoup le MEDEF, il y a ce dossier du travail du dimanche que le gouvernement aussi veut réformer. Est-ce que vous êtes d'accord pour regarder certaines évolutions du droit, du Code du travail sur ces questions, notamment dans les zones touristiques ? Jusqu'où vous seriez prêt à aller dans la discussion ? Laurent Berger. D'abord, nous, on veut affirmer très fort que le travail du dimanche doit rester l'exception. Pas que pour des raisons liées au droit du travail, mais aussi pour des questions sociétales, pour la question de respiration nécessaire d'une société, pour autre chose que le travail. Donc ça, c'est clair. Et donc ça doit rester l'exception et sur la base du volontariat. Mais cependant, comme nous sommes une organisation qui réfléchit, nous savons qu'il y a, sur une année, il y a à peu près 20% des salariés qui, de façon assez régulière, travaillent le dimanche. 20% ? Oui, sur une année, qui le font régulièrement. Il y en a plus qui, une fois au moins, ont travaillé le dimanche. Et donc, pour des raisons qu'on connaît tous, dans les services... Les services, les urgences, les transports. Mais sur le travail du dimanche, dans le commerce, c'est de ça dont il s'agit finalement, dans un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, c'est un maquis incompréhensible. Donc nous sommes pour... Ça reste l'exception, sur la base du volontariat. Il faut que ça soit sur la base de négociations territoriales, sur ces zones-là, avec des contreparties pour les salariés. Des contreparties en termes de salaire, mais aussi en termes de garde d'enfants ou de transport, parce que ce n'est pas exactement la même chose de se rendre au travail le dimanche que de se rendre en semaine. Et puis, ça concerne tous les salariés, c'est-à-dire ceux des secteurs qui sont ouverts et ceux qui sont dans les activités connexes. Je pense notamment aux gens qui sont au gardiennage, qui sont au nettoyage. Parce que quand vous ouvrez une grande surface, enfin un magasin le dimanche, après il y a quelqu'un qui vient, ou pendant il y a quelqu'un qui vient faire le nettoyage. Et puis, y compris pour les salariés des toutes petites entreprises. Donc nous voulons que ce soit cadré. Et après, je ne crois pas qu'il soit souhaitable que certains nombres de magasins soient ouverts tous les dimanches.
Très bien, on vous a bien compris, Laurent Berger. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Donc, je rappelle que notre invité aujourd'hui est le secrétaire général de la CFDT. Et nous abordons avec lui l'ensemble de l'actualité économique et sociale. Vous restez avec nous. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question de cette deuxième partie pour Radio Notre-Dame. Oui, il y a quelques semaines, le Premier ministre, M. Valls, s'est fait acclamer par les patrons du MEDEF. Ça vous amuse, ça vous indigne, ça vous choque Quelle est votre réaction? Non, ça me choque. Laurent Berger. Non, ça ne me choque pas, ni ça m'indigne, ni ça m'amuse. Il s'est fait acclamer parce qu'il a dit « j'aime l'entreprise ». Est-ce que vous pourriez le dire vous aussi, Laurent Berger? Moi, je l'ai déjà dit, j'aime l'entreprise, Oui. l'entreprise responsable. Une Une entreprise responsable, c'est un employeur responsable qui respecte ses salariés, qui développe du dialogue social. C'est un acheteur responsable à l'égard de ses sous-traitants, à l'égard de son écosystème. C'est une entreprise intégrée dans son territoire, donc qui respecte aussi son environnement, son écosystème. Donc oui, mais moi, si j'aime l'entreprise responsable, c'est parce que les salariés aiment leur entreprise. Tous les sondages le montrent. Et donc la question, il n'est pas l'entreprise, c'est une propriété sociale. L'entreprise ce n'est pas le patronat. L'entreprise, c'est des gens qui, ensemble, ont un objet de production de services ou de biens. Et donc, ça serait une folie. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui dit qu'il n'aime pas l'entreprise. Ça serait une folie de dire l'inverse. La seule question, c'est quel type d'entreprise? Que faisons-nous de l'entreprise et comment on respecte au sein de l'entreprise les salariés? Et c'est ça le débat aujourd'hui. Romain Mazenot, RCF. On a vu l'affronte des huissiers et des notaires. Est-ce que la réforme annoncée par le gouvernement des professions réglementées peut avoir des conséquences concrètes pour les Français, notamment en termes de pouvoir d'achat? L'inspection générale des finances parle de 6 milliards d'euros supplémentaires en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que ça peut avoir des conséquences importantes? Laurent Berger. Il peut sans doute avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat, mais après, je ne suis pas sûr que ce soit... ça ait tout l'effet escompté là non plus. Mais ce qui est sûr là-dessus, c'est qu'il y a aussi des impacts sur les salariés de ces secteurs. Et ce serait dramatique que les choses se passent entre les employeurs des secteurs, les professions judiciaires ou les pharmaciens, sans qu'à un moment donné, on écoute les représentants du personnel dans ces secteurs-là et qui sont présents. Nous avons un syndicat dans les professions judiciaires qui est très inquiet. Très inquiet parce qu'il se demande si finalement la déréglementation, sur laquelle je ne suis pas contre, je tiens à le dire. Vous pensez qu'il y a des professions auxquelles on peut toucher? Mais moi je pense qu'il n'y a rien qui est immuable. C'est ça. Mais à condition qu'on en discute et qu'on regarde les impacts et que ce ne soit pas fait sur un coin de table. Et là, du coup, il n'y a rien de possible si on ne discute pas avec les représentants des salariés dans cette entreprise, pour y compris regarder comment l'impact ne se fera pas sur l'emploi. Parce que c'est ça qui peut être... C'est une crainte. Mais c'est une crainte, évidemment, puisque si pour un certain nombre de professions judiciaires, on réduit leur marge, c'est ça dont il s'agit finalement, ils vont jouer sur quoi? Ils risquent de jouer sur l'emploi. Donc moi, je ne suis pas contre une évolution des professions réglementées, il faut qu'on en discute, et pour l'instant, honnêtement, on n'a rien sur la table. Donc voilà, il faut des propositions. Si on prend l'exemple précis des taxis, par exemple, comment est-ce qu'on peut dénouer ce nœud, les taxis face au VTC, Laurent Berger? C'est difficile. Il y a un député célèbre qui a essayé de... Qui s'est fait connaître ensuite, M. Thévenoud. De le faire. Oui. C'est difficile. Moi, je ne crois pas. Vous savez, dans un pays qui a refusé de faire des réformes pendant 20 ans, sur ce terrain-là ou sur d'autres, trouver le truc, la recette miracle, ça n'existe pas. La recette miracle, l'homme providentiel dans notre pays, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le dialogue. La capacité de dialogue, de mise sur la table. C'est un mot qui revient souvent dans votre bouche, Laurent Berger. Oui, parce que notre société, elle est aujourd'hui soumise à deux objectifs. Enfin, il y a deux possibilités pour une société. Soit une société apaisée, du dialogue, où on met sur la table les intérêts contradictoires et on essaie de trouver des compromis, soit la société du chaos autoritaire, où on cherche les boucs émissaires. Et vous avez tous compris que cette deuxième type de société, c'est la société dont l'extrême droite notamment se rêve, et moi, ce n'est pas la mienne. Et pour que ce ne soit pas la mienne, je fais en sorte que le dialogue soit développé au maximum dans notre pays. C'est exigeant, parce que c'est de la prise de risque, de commencer à comprendre quel est l'intérêt de l'autre, mais c'est la seule voie possible pour maintenir une cohésion sociale.
Alain Baron, Radio Notre-Dame. On a déjà parlé de la grève à Air France, les mouvements chez les représentants des professions réglementées. On aurait pu penser qu'avec la situation économique et sociale quand même assez dramatique, avec ce chômage massif, la rentrée soit plus chaude. Et finalement, ça se passe pas si mal que ça. Enfin, quelle est votre analyse? Laurent Berger. Ça se passe mal, la rentrée, parce que les gens vivent, il y a du chômage de masse, parce qu'il y a des difficultés. Il n'y a pas de mouvement très fort. Oui, mais parce que ça, c'est toujours trop... c'est la question de mi-août, quoi. Hein. C'est en gros, est-ce que la rentrée sera chaude? Là, le climat a été plutôt bon au niveau météorologique, j'entends, en septembre. Pour le reste, le climat n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Dans les entreprises, vous savez, l'action syndicale, prioritairement, elle est dans les entreprises. Dans les entreprises, nous, nos militants, ils font leur travail. Alors c'est vrai que ça n'intéresse pas grand monde quand on explique qu'à Renault, on a maintenu et même développé de l'emploi maintenant parce qu'on s'est engagé sur un aménagement du temps de travail. Ça n'intéresse pas grand monde quand on dit qu'à Bonduelle, eh bien, on a amélioré les conditions de travail, qu'on est passé à un taux d'accident du travail très inférieur à ce qu'il était il y a encore quelques années. Il y a des bonnes nouvelles quand même, Laurent Berger. C'est ça que je veux dire. On ne dit pas qu'à Ikea, eh bien, on a porté le temps partiel minimum à 25 heures, avec dès la première heure, payé à 25% complémentaire, payé à 25% au lieu de 10%. On ne dit pas qu'à Starbucks, on a obtenu des mesures pour les femmes qui reviennent de congé maternité, dont on sait que c'est beaucoup de jeunes qui travaillent là. On ne dit pas tout ça, parce que tout le monde s'en fout, excusez-moi le terme, tout simplement parce que ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Arrêtons de nous nourrir en mauvaises nouvelles. Donc la rentrée, elle est compliquée pour tout un tas de salariés et de chômeurs. Mais le boulot, il est fait aussi par les organisations syndicales, par la CFDT en particulier, pour essayer de trouver des solutions. Je vais vous en donner une autre solution. À partir du 1er octobre, il y a les droits rechargeables à l'assurance chômage. Ça fait des années, moi je vais vous dire, j'étais négociateur à l'assurance chômage pendant longtemps. Vous nous rappelez en 2 mots de quoi il s'agit? Droits rechargeables, c'est vous êtes au chômage pendant 6 mois. Parce que vous avez travaillé au moins 6 mois, les 24 derniers mois. Ces 6 mois, vous retrouvez du travail au bout de 3 mois. Eh bien, si vous retrouvez malheureusement au chômage 4 mois après, vous n'avez pas 3 mois plus 4 mois créés, 7 mois. Ce n'était pas comme ça que ça marchait. Et là, maintenant, vous allez pouvoir cumuler une partie de ces droits. Ça veut dire qu'il y a 30% des personnes qui seront en fin de droit en 2015. Les personnes qui sont en fin de droit, c'est les personnes qui arrêtent à l'assurance chômage, dont l'allocation plancher est un peu plus de 900 € pour toucher le RSA qui est un peu moins de 500 €. 500 €. Hein, voilà. Eh bien, c'est des personnes qui, 30% d'à peu près entre 800 000 et 1 million par an qui sont en fin de droit, qui vont plus être en fin de droit et qui vont pouvoir maintenir une allocation parce qu'ils vont retravailler. C'est une incitation positive à travailler. On parlait tout à l'heure du contrôle des chômeurs. On peut aussi être dans l'incitation positive plutôt que dans le bâton. Et donc ça, c'est un résultat tangible. Et c'est la CFDT qui l'a obtenu. Voilà une bonne nouvelle. Nathalie Birchem, Lacroix. Vous présentez les droits rechargeables comme une avancée, un droit. Ce n'est pas ce que pensent toutes les associations de chômeurs qui mettent en avant que certes les droits à l'allocation chômage vont durer plus longtemps en cas de reprise d'emploi, mais que les montants vont pour un nombre assez considérable de personnes diminuer. Non. Laurent Berger. Non, le taux de remplacement, il a bougé. C'est l'UNEDIC qui l'a calculé. Il a bougé, le taux de remplacement, il a bougé pour une catégorie de personnes. Mais enfin, pour les personnes qui subissent la précarité tous les jours, parce qu'il faut citer les associations de chômeurs, Madame Birchem, il faut les citer. Est-ce que le Secours catholique porte la même appréciation ? Est-ce que le collectif Tout à Alerte fait une association de chômeurs, mais... Oui, mais qui représente des personnes dans des situations d'exclusion beaucoup plus que les dites associations de chômeurs entre nous. Est-ce que les associations intermédiaires comme Coras portent cette appréciation? Non. Je veux dire, moi, je me méfie d'un pays. Enfin, je suis triste d'être dans un pays où à chaque fois qu'on apporte des droits, on explique qu'il y a des choses négatives par ailleurs. Oui, bien sûr, vous savez, comme moi, la situation de l'UNEDIC, donc il a fallu faire des choix dans cette convention. Les choix, c'était quoi? C'était la réduction des inégalités. Et tant que dans notre pays, on n'aura pas comme ligne directrice qu'il faut réduire les inégalités, eh bien, on fera des mesurettes qui ne serviront à rien et on ne regardera pas que ce qu'il faut, c'est faire monter ceux qui sont le plus en situation de fragilité dans notre pays. C'est comme ça qu'on fera monter toute la société vers un meilleur être. Romain Masneau, RCF. D'après une récente étude de l'INSEE, le CDI ne concerne que 5% aujourd'hui des embauches, même s'il y a une majorité des salariés dans le secteur privé qui sont en CDI. Mais comment on peut lutter contre cette précarité et quel peut être le rôle incitatif? Vous parliez d'incitation tout à l'heure, le rôle incitatif de l'État, s'il y en a un. Nous avons essayé dans la négociation de l'accord de sécurisation de l'emploi de relever
une surcotisation d'une certaine manière pour les contrats très courts. Bon, d'abord, ces choses-là se mettent du temps à se mettre en place, parce que ça a des effets comportementaux, mais pour l'instant, ça n'a pas été efficient. La surtaxe sur l'assurance chômage. Mais je ne renonce pas à ce que ça puisse être incitatif. Ceci étant, la vraie question, c'est le parcours d'intégration des personnes sur le marché du travail, et notamment des jeunes. Et c'est là où les questions de formation, d'accompagnement, et puis de comportement des entreprises. Les entreprises aujourd'hui, elles utilisent le CDD comme période d'essai, et il y a une espèce de bizutage social à l'entrée du marché du travail. On le sait. Et les chiffres de personnes en CDI ne bougent pas, qui sont majoritaires, mais par contre, ça ne bouge pas non plus sur le taux, le pourcentage de contrats signés en CDI par rapport au CDD. Donc, je veux dire, c'est bien la preuve qui est faite qu'à un moment donné, on a un marché du travail qui est à deux vitesses. Bloqué. Ouais. Qui est à deux vitesses, au moins, oui. Ouais. Et du coup, qu'il y a une espèce d'acceptation sociale que pour rentrer sur le marché du travail, il faut commencer par de la précarité. C'est inacceptable. Les solutions à trouver ne sont pas simples. Parce qu'il n'est évidemment pas question de faire baisser le droit des salariés qui sont en CDI, mais il faut quand même qu'on s'interroge sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la porte des entreprises et qui font des petits contrats. D'où l'intérêt des droits rechargeables entre nous, parce que pendant ce temps-là, il faut quand même qu'on s'occupe de leur situation, de leur subsistance. Nathalie Birchem, La Croix. Alors, à ce propos, le MEDEF a fait mercredi une proposition. Il propose de créer une sorte de contrat aidé qui serait payé moins que le SMIC, alors à destination des personnes éloignées de l'emploi, moins que le SMIC par l'entreprise, abondé par une allocation de solidarité versée par l'État. Donc un nouveau contrat aidé à destination des personnes éloignées de l'emploi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous semble intéressant? Là, je pense que c'est une façon d'inventer l'eau chaude, parce que ça existe. C'est les contrats aidés. Ça existe déjà? Les contrats aidés sont, et nous ne sommes pas contre, sont dans le secteur marchand, mais à condition que ce soit réservé aux personnes très éloignées de l'emploi, ce ne soit pas permanent, c'est-à-dire qu'une personne, un contrat aidé, si c'est pour nous dire que le patronat, après le contrat aidé, veut embaucher les gens, et que pendant ce temps-là, on développe de la formation, on développe de l'accompagnement, ça existe, mais ils ne s'y engagent pas suffisamment. Donc, et je ne crois pas non plus que les associations, le réseau Alerte avec lesquels on travaille, est en désaccord avec ça. Mais là, le problème, c'est de l'aborder sous l'angle du SMIC. C'est une façon de faire entrer de l'idéologie, du dogmatisme sur un sujet qui est bien trop sérieux pour le faire. Alain Baron, Radio Notre-Dame, une dernière question. Oui, il y a un autre serpent de mer, c'est celui de l'apprentissage. Alors, on n'arrête pas de dire qu'il faut le développer. On cite toujours l'exemple allemand. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'on peut vraiment le développer? Oui, d'ailleurs, vendredi, et c'est une bonne nouvelle, il y a eu un consensus très fort de tous les syndicats et toutes les organisations patronales lors d'une réunion sous l'égide du président de la République sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de travailler sur l'accompagnement des apprentis. Parce que vous savez qu'il y a un problème pour trouver des offres d'apprentissage des entreprises. On est sans arrêt sollicité, même nous, par des jeunes disant « je cherche une entreprise ». Les jeunes veulent y aller. En tout cas, oui, un certain nombre. Les entreprises résistent, parce que la situation économique est difficile aussi. Il y a donc une aide qui a été apportée aux entreprises dont acte. Moi, je ne crois pas que ce soit qu'un frein financier, le développement de la faiblesse de l'apprentissage, mais il y a une aide qui est apportée aux entreprises, mais il y a aussi une aide qui est apportée aux jeunes, en termes de statut notamment, de revalorisation. Donc le président de la République s'est engagé, et le ministre du Travail aussi, à ce qu'on crée un statut de l'apprenti. Le même niveau que ce qu'offre le statut étudiant ou lycéen. Qu'on travaille sur l'hébergement, sur la rémunération aussi. Vous savez que les règles pour les apprentis, c'est plutôt en fonction de l'âge. On peut se dire que c'est plutôt en fonction de la qualification aussi. Donc on va ouvrir un certain nombre de discussions sur le sujet. Ça ne se fait pas comme ça. On va aussi ouvrir ça dans les négociations de branches. Nous, on demande que dans le cadre du pacte de responsabilité, les branches s'engagent sur un objectif en termes d'apprentissage. Moi, je me réjouis d'une chose, c'est que d'abord, tout le monde était d'accord sur les objectifs, vendredi, et que deuxièmement, on n'est pas sorti en disant, voilà, il y a un objectif chiffré, tout le monde se réfugie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là encore, c'est la mobilisation des acteurs au plus près du terrain. Et le dialogue.
et le dialogue et le rôle des CFA, des centres de formation des apprentis, notamment pour les accompagner, pour les aider à trouver des offres d'apprentissage. C'est pour ça que l'idée a été donnée de créer une bourse de l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un peu le réseau de chacun. Et on sait bien que dans ces cas-là, c'est les personnes qui ont le moins de réseau qui ont le plus de difficultés. Donc il faut structurer cela. On vous a bien compris, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité est aujourd'hui le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. À tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Il est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question de cette troisième et dernière partie de Face aux chrétiens. Quand Angela Merkel dit à Manuel Valls à Berlin qu'il y a beaucoup de moyens de créer de la croissance sans injecter de l'argent supplémentaire dans le système, est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous êtes partisan d'une relance au niveau européen? Quel est votre point de vue? Laurent Berger. Oui, moi je suis convaincu, la CFDT et la Confédération européenne des syndicats est convaincue qu'il faut un plan d'investissement. D'ailleurs, je pense que le plan d'investissement annoncé par M. Juncker à 300 milliards, il est insuffisant. Il faudrait aller à 500. Un plan de relance, c'est ça? Un plan de relance et d'investissement. Et je vais vous prendre un exemple. Le canal Seine-Nord. Il y a des décisions qui vont être prises dans les jours ou les semaines à venir. Le canal Seine-Nord, c'est pour la construction 13 000 personnes. Pour l'emploi, parce qu'il y aura du multimodal entre le transport, parce qu'on est dans la transition énergétique, ça créera à terme, ça peut, en tout cas les études le montrent, créer 50 000 emplois. Mais là, il y a un choix. Il faudrait que l'État mette 1 milliard, qui serait abondé par des fonds des collectivités territoriales qui sont prêtes à le faire, et des fonds de l'Europe, pour créer de l'emploi et pour, en même temps, s'inscrire dans la transition écologique qui est nécessaire aujourd'hui. Eh bien, ce choix-là, s'il n'y a pas d'investissement de mise de départ, il ne se fera pas. On passera à côté de la transition écologique et de l'investissement au service de l'emploi parce qu'on aura une vision court terme. Donc moi, je ne suis pas convaincu quand Mme Merkel, mais les syndicats allemands ne le sont pas non plus, dit pour relancer, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, il suffit de faire les réformes. Non, faisons les réformes, essayons de les faire, et on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu de fait récemment, il faut sans doute aller plus loin, mais en même temps, faisons un plan d'investissement en Europe. Travaillons sur des projets, parlons concret, je viens de le faire sur le canal, pour montrer que c'est ça la voie qu'il faut développer. Mais qui doit faire le premier geste sur ce projet, par exemple? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le patronat? Est-ce que c'est les collectivités territoriales? Sur le projet du canal, vous voulez par dire, exemple, oui. Là, c'est l'État qui doit prendre la décision. C'est l'État qui doit agir. Et mobiliser du fonds européen pour le faire. Et les collectivités territoriales sont prêtes à le faire. Je crois que... Et ça a du sens. Le problème, c'est que tout ça, il faut donner du sens, y compris pour les citoyens. Si on veut expliquer les choses, il faut donner du sens. Ce projet-là, c'est la transition écologique, des transports plus propres et en même temps, la création d'emplois, d'activités. Nathalie Birchem, La Croix. Alors, dans le débat autour de la crise économique actuellement, s'opposent ceux qui pensent que la France a un problème d'offres et ceux qui pensent que la France a un problème de demande. Ce n'est pas forcément d'ailleurs une opposition qui résume le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Laurent Berger. Moi, je pense que le débat est théorique. Je pense qu'il y a besoin d'offres, une politique de l'offre. Et je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été fait sur le pacte de responsabilité, à condition que les entreprises s'engagent sur les contreparties en termes d'investissement, d'emploi, et de formation et classification. Mais qu'en même temps, on ne peut pas dire d'ailleurs qu'on n'est pas dans une politique de demande. Quand, à la demande forte de la CFDT, voire à l'opposition de la CFDT, le fait qu'on revalorise le RSA de 2% au 1er septembre, alors que le gouvernement ne voulait pas le faire, on s'inscrit dans une politique de demande. Quand, dans les entreprises, parce qu'il y a de la richesse créée, il y a des négociations salariales qui permettent des augmentations de salaire, on est dans la politique de demande. Donc moi, je ne suis pas dans l'opposition des deux. Mais je pense qu'il y avait un déficit du côté de la politique de l'offre. Donc, de la politique de l'offre et en même temps de la politique de demande. Et il faut parler concret pour, là aussi, pas donner le sentiment qu'il y aurait un camp contre un autre. Moi, je suis clairement dans aucun des deux camps. C'est l'équilibre entre les deux. Là aussi, le dialogue. Toujours. Oui, et surtout l'élévation des débats. Vous savez, mettons sur la table les sujets. De quoi se nourrissent les populismes et les extrêmes? Des non-dits, des caricatures et des sujets qui ne sont pas mis sur la table auprès des citoyens. Ne racontons pas d'histoire. Les citoyens, les salariés, ils sont très pertinents dans leur analyse, dans leur vision. Ils ne veulent pas qu'on leur raconte des histoires.
La preuve, il ne croit plus tellement, il n'y a plus grand-chose qui imprime. Donc mettons les grands choix sur la table et expliquons que les choses ne sont pas sans doute binaires, mais que par le dialogue, on arrive à trouver des compromis. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors, nous avons depuis quelques semaines un jeune ministre de l'économie qui a, la nomination a un petit peu fait tousser dans certains secteurs. Monsieur Macron, qui a donc un profil d'ancien financier. Est-ce que ce profil-là vous inquiète, vous étonne Non, vous l'avez déjà rencontré? Oui, je l'ai rencontré comme ministre de l'économie. Non, enfin moi, vous savez, d'abord, je ne commande jamais, c'est un de mes problèmes, parce que du coup, c'est pas très sexy pour les médias, mais je ne commande jamais les individus, ça ne m'intéresse pas, je ne commande pas les castings, et puis je trouve qu'il faut arrêter les caricatures, quoi. Oui, il a un parcours, il a aussi été assistant de Paul Ricoeur, voilà, je dis ça parce que, bon, finalement, on peut lire un peu Paul Ricoeur, il n'y a pas que des choses mauvaises, loin s'en faut. Donc voilà, non, ce qui m'intéresse, c'est les actes. C'est les actes que M. Macron va poser. C'est quoi les actes? C'est l'aide aux entreprises en restructuration. Il ne faut pas qu'il oublie de le faire parce que ça, c'était une action que M. Montebourg avait menée, d'aider un certain nombre d'entreprises en difficulté, avec plus ou moins de succès, mais au moins il avait essayé. Et puis en même temps, qu'il soit exigeant à l'égard des entreprises sur le pacte de responsabilité, et puis qu'au niveau de l'Europe, même s'il n'est pas le seul à intervenir là-dessus, il pèse pour une politique d'investissement. Voilà. Et puis, dernier point, qu'on ne soit pas, mais là c'est plutôt du côté de Sapin, qu'on ne soit pas dans une logique de baisse des dépenses publiques qui soit idiote et comptable, mais qu'on soit sur du sens en termes d'action publique. Parce que je le dis aussi, vous savez, l'action publique, c'est pas que de la dépense. Hein. Moi j'en ai un peu assez d'attendre les petites attaques faciles sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ça ne veut rien dire fonctionnaire, à part évidemment un statut qui n'est pas toujours très enviable, soit dit en passant, mais ce n'est pas un métier. Moi, les gens, quand ils disent qu'il y a trop de fonctionnaires, par exemple, ils ne disent pas qu'il y a trop de professeurs pour leurs enfants. Ils ne disent pas qu'il y a trop d'infirmières ou d'infirmiers. Ils ne disent pas qu'il y a trop de policières ou de policiers. Non, ils disent que ce n'est pas toujours bien organisé. Eh bien, parlons d'organisation, mais du coup, n'ayons pas une approche comptable des choses, ayons une approche, là aussi, en mettant sur la table les grands choix à faire. Donc voilà, M. Macron, je lui ai dit un peu tout ça. Maintenant, c'est les actes qui vont faire... Romain Mazneau, RCF. Des agriculteurs ont incendié il y a quelques jours 2 bâtiments publics à Morlaix dans le Finistère. Alors il y a tout un contexte, il y a la surproduction, la baisse de la consommation, l'embargo russe qui n'arrange rien. Mais est-ce que quand vous entendez le président de la FNSEA qui condamne finalement à peine ces agissements, vous êtes choqué ou Laurent Berger. Moi j'ai été choqué de ce qui s'est passé en Bretagne, ce week-end, le week-end dernier. J'ai été choqué parce que les salariés de la MSA et du centre des impôts et les salariés des finances, les agents des finances ont été choqués. D'ailleurs, c'est très symbolique quand même que ce soit ce qui récolte, pour financer la protection sociale, ce qui collecte, et puis ce qui collecte aussi pour le financement de l'impôt. Donc j'ai été choqué. Il y a un problème dans ce secteur-là, évidemment. Il y a un gros problème. Il n'y a pas un problème que pour les producteurs, c'est aussi pour les salariés, qui sont nombreux dans ce secteur. Donc oui, il y a un problème. Traitons-le, mais pas par la violence. La violence n'a jamais rien résolu. Et surtout la violence sur les personnes, évidemment, mais aussi sur les symboles de ce qui constitue notre vivre ensemble, c'est-à-dire notre cohésion sociale, la collecte des impôts pour financer l'action publique. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Revenons, si vous voulez bien, sur les fonctionnaires. Alors, il ne faut pas faire de caricature, bien sûr, mais les salariés du privé, parfois, se demandent si cette garantie de l'emploi, qui est au cœur du statut de fonctionnaire, est toujours justifiée. Parce qu'il y a une espèce d'inégalité de fait entre le régime de public et le retraite privé. particulier aussi. Et les régimes de retraite particuliers. Est-ce que là, on peut aborder le problème sans caricaturer, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener? Sur la question des retraites, nous voulions une réforme systémique, y compris qui aille vers une harmonisation. Parce que vous savez, il y a beaucoup aussi sur les retraites, on parle beaucoup, le niveau des retraites des fonctionnaires de catégorie C, il est bien inférieur en moyenne à ce qu'est le niveau d'un certain nombre de salariés du privé. Donc, vous savez, le niveau de salaire pour un certain nombre de salariés de catégorie C, d'agents de catégorie C dans la fonction publique, il est extrêmement faible, tout proche du SMIC. La revalorisation du SMIC est faite que régulièrement, les salariés des fonctions publiques sont revalorisés aussi pour pouvoir être maintenus au SMIC. Donc il faut faire attention. Après, sur le statut, il y a une négociation qui est engagée aujourd'hui, non pas sur le statut de fonctionnaire, qu'il n'est pas question de remettre en cause, mais sur l'évolution de carrière, la revalorisation. Laissons les discussions se faire. Ce dont souffre la fonction publique, ce n'est pas le statut des uns ou des autres, c'est d'abord qu'on n'a jamais de dialogue social réel. Là, il y a une ministre qui a la volonté de faire du dialogue social sur les classifications, sur les déroulements de carrière. Il y a une négociation qui va s'ouvrir.
Laissons-la opérer. Mais pas de caricature là aussi, c'est pas binaire, c'est pas tout ne bougeons rien. Vous savez, notre pays en ce moment, il a quand même un peu, enfin en tout cas dans le champ du social, au moins, il est entre mettons tout en l'air, notre modèle social, etc. Et vous verrez, vous laissez faire les entreprises, on fait le libéralisme et puis tout ira bien, sera merveilleux, on fera le bonheur du peuple. Ou alors le statu quo. Bougeons rien, tout va bien. Et là, on sait que, et pendant ce temps-là, les inégalités se creusent, la pauvreté progresse. Et le chômage augmente. Et donc vous êtes Même entre si ces deux extrêmes? Bah, je pense, non, pas que moi, j'espère. Oui, je pense toute la CFDT. oui, aussi, Oui. mais pas que, j'espère. Je pense qu'il faut trouver une voie pour préserver un modèle social qui protège les plus fragiles et qui fait que les gens ne sont pas laissés seuls face aux aléas qui sont les leurs dans leur vie quotidienne, que ce soit de l'enfance, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et en même temps, il faut trouver les équilibres budgétaires. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas choqué par ça. Mais attention aux solutions toutes faites. Moi, j'aime pas les caricatures. J'aime pas. Il suffirait de mettre fin aux 35 heures, on créerait tant d'emplois. On l'a discuté où ça c'est pas mécanique. Non, il n'y a rien de mécanique. Ce qui serait mécanique, c'est beaucoup plus de place à la coopération, à la discussion, au fait que les gens, au plus près de ce qu'ils vivent, travaillent sur des solutions pour voir s'ils arrivent à trouver les bonnes. Nathalie Birchem-Lacroix. Alors, parmi les 50 milliards d'économies qu'on va demander aux dépenses publiques, il y en aura un certain nombre sur les prestations sociales, et on suppose que les prestations familiales vont être touchées. De votre point de vue, est-ce qu'il faut remettre en cause l'universalité des allocations familiales? Laurent Berger. Non. Enfin, en tout cas, on pourrait regarder des choses progressives, mais pas sur les allocations familiales. Nous, on avait proposé des choses sur le forfait au niveau de la fiscalité, sur le forfait. Le quotient. Le quotient familial. Le quotient familial. Voilà, le quotient familial. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que les allocations familiales prennent davantage en compte ce sur quoi nous, on est en train de travailler, la réalité de la famille aujourd'hui. Ça, c'est pas toujours fait. C'est-à-dire ? Mais les familles ont évolué, elles ne sont plus forcément composées d'un couple où c'est pas toujours le même. Et donc, il faut prendre ça en compte. Ça pas toujours. On a été dans une logique qui a été trop statique. Voilà. Mais moi, je crois qu'il faut d'abord aider les plus fragiles quand même. Hein. Et ça, c'est vrai que notre politique. Mais c'est pas politiquement correct dans notre pays aujourd'hui. Hein. Parce que parce qu'on est attaqué en disant vous voulez faire de l'assistanat. Ouais. Vous commencez quand même, comme moi, à entendre cette petite musique que quand on aide les plus fragiles, ceux qui sont le plus en difficulté, ça serait qu'on voudrait être dans l'assistanat. Moi, je crois pas que ce soit la question. La question, c'est comment on permet à tout le monde, à chacun, de vivre décemment, et si tant est qu'on puisse vivre décemment avec un RSA, mais qu'on ait un minimum, et puis qu'en plus qu'on ait un accompagnement pour une insertion sociale et professionnelle. Romain Mazneau, RCF. Je voulais vous entendre à propos de la mort d'André Bergeron, qui avait dirigé Force ouvrière pendant 25 ans. Alors, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il avait réussi à imposer son syndicat comme l'interlocuteur privilégié du gouvernement, un peu comme la CFDT aujourd'hui. Quelle image vous garderez de lui ? Laurent Berger. Je l'ai évidemment pas connu, pas côtoyé. Pas la même génération. Moi, d'abord, j'ai adressé un message de sympathie à Jean-Claude Mailly au moment de l'annonce du décès d'André Bergeron. Beaucoup de respect. D'abord, c'est vrai pour l'ensemble des personnes que je côtoie dans le syndicalisme, beaucoup de respect. Après, c'est vrai qu'il a fait avancer le paritarisme et il a fait avancer le dialogue social dans une période qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'est ça les choses. Tout allait mieux. Je ne dis pas que tout allait mieux, mais pour reprendre son expression, pour lui rendre un hommage, il y avait plus de grains à moudre. Il y avait plus de grains à moudre, oui. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors, on dit la CFDT assez proche des cercles du pouvoir. Est-ce que c'est une position confortable ou pas ? Non, mais moi je ne suis pas proche des cercles du pouvoir. Je tiens à le dire, je le dis partout, que j'étais sans doute un des seuls syndicalistes en exercice aujourd'hui, d'abord, qui n'est pas adhérent à un parti politique, et deuxièmement, qui ne connaissait aucun des ministres ou des personnels exécutifs en exercice avant d'être secrétaire général. Vous ne connaissiez pas Manuel Valls, François Rebsamen? Non. Le seul que j'avais côtoyé, en le voyant 4-5 fois parce qu'il était maire de Nantes, c'était Jean-Marc Ayrault. D'accord. Donc je préfère le dire parce que, vous savez, je me méfie aussi de cette vision en disant là-bas à Paris, moi je ne vis pas à Paris, je vis en banlieue, et mes soirées, je les consacre soit à ma famille, soit à mon travail avec les militants. J'imagine plus souvent à votre travail qu'à votre famille. On pourra en reparler en antenne. Mais, oui, c'est vrai. Mais ceci étant, non, moi je suis pas. Mon camp,
Mon objectif, c'est les salariés. Ce sont les salariés et les chômeurs. C'est ça, moi, mon cap. Et donc, pour ça, il faut discuter avec des interlocuteurs, qui ne sont pas forcément des partenaires, qui sont des interlocuteurs, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on nous reproche d'être proche de ce pouvoir, mais je rappelle qu'en 2003, on était trop proche du pouvoir de droite parce qu'on a discuté sur les retraites, qu'en 1995, Nicole Notat était trop proche du Premier ministre de l'époque parce qu'elle avait discuté sur la réforme de l'assurance maladie avec M. Juppé. Non, stop. Nous, moi je fais avec les interlocuteurs qui sont les nôtres, aujourd'hui ce sont eux. Tant mieux si un certain nombre de nos idées peuvent être reprises, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, je le trouve, mais il n'y a pas de proximité particulière au sens cercle, vous voyez l'expression. Il y a un travail qui est offert à chaque, je pense, leader syndical. Mais Laurent Berger, il y a une question qui revient sans cesse, c'est ce pays est-il réformable? Par où faut-il tirer le fil de la pelote pour faire bouger ce pays? Mais ce pays, c'est déjà un peu réformé. Oui. Et donc, il est réformable. Parce que comme on ne regarde pas ce qui a avancé, moi, je vais prendre un exemple, et qui est un exemple de situation difficile. Les plans sociaux. Oui. Dans l'accord sécurisation de l'emploi 2013, nous avons décidé que les plans sociaux, dorénavant, seraient négociés. Pour un syndicaliste dans une entreprise, c'est difficile de se dire qu'il va avoir une situation économique difficile, et donc on négocie un plan social. Cette négociation de plan, il y en a beaucoup qui ont été négociés, il y a beaucoup moins de recours en justice que précédemment, les délais sont beaucoup moins longs, mais le constat qu'on porte, nous, c'est là où on l'a fait, on a amoindri le nombre de destructions d'emplois, quand précédemment, même si on faisait durer en justice, le nombre de suppressions d'emplois était le même que celui que l'employeur avait décidé au départ, et puis on a amélioré les mesures de reclassement. Donc on peut faire des choses pour réformer. Cette question-là, il y a 3 ans, 4 ans, elle était taboue. On ne pouvait pas la passer. Donc il y a des domaines où ça bouge. Il y a des domaines où ça bouge, donc on peut faire des réformes, mais il faut qu'elles soient justes. Et il y a une ligne de conduite, c'est la réduction des inégalités et le dialogue social. On ne fait pas évoluer une société comme la nôtre par la brutalité. Et ceux qui sont là-dessus, ils font le jeu de ceux qui cherchent une société autoritaire où tout s'imposerait d'en haut. Peut-être une dernière question. On parle souvent des effets dévastateurs de l'application des 35 heures dans les hôpitaux. Quelle est votre position, Laurent Berger, là-dessus? Dans les hôpitaux, on aurait sans doute dû faire autrement. Je ne vais pas dire le contraire, tout simplement parce que c'est le cumul des jours RTT qui devient exponentiel. Mais dans les hôpitaux, le vrai sujet, ce n'est pas les 35 heures. C'est l'organisation du travail, c'est le nombre de personnel. Ça craque de partout dans les hôpitaux. Et le mal-être est grandissant. Moi, j'en visite beaucoup. Oui. Je vais voir beaucoup d'équipes syndicales. Le mal-être est très fort. Et il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne survivent d'une certaine manière que par un surinvestissement du personnel hospitalier. Et ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Les gens sont épuisés. Ils arrivent de congé, ils viennent de faire leur nuit. Ils sont en congé, on les appelle à midi pour revenir dans l'après-midi. Ce n'est pas anecdotique, c'est très courant. Alors comment on peut faire bouger ce système? De toute façon, il y a d'abord une question de financement du système, et notamment une meilleure articulation entre la médecine de ville, ambulatoire comme on dit, et l'hôpital. Il y a aussi le fait que peut-être l'hôpital ne soit pas amené à faire tout ce qui est difficile quand des cliniques privées font ce qui est rentable. Donc il y a des choses à faire. Et puis, de point de vue très micro, après, il y a des questions d'organisation du travail, de dialogue social qu'il faut développer là aussi. Pour savoir comment on organise le travail, c'est difficile. Mais c'est très, très tendu dans les hôpitaux. Très bien, ce sera votre dernier mot, Laurent Berger. On a bien compris votre intérêt pour le dialogue et votre défiance à l'encontre des caricatures. Merci à vous. Notre invité la semaine prochaine sera le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nous aurons évidemment beaucoup de thèmes d'actualité à évoquer avec lui. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en vidéo et en texte sur les différents sites des partenaires, le site de KTO, le site de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. En tout cas, merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci à tous.